Et maintenant, nous allons passer aux médias, aux TV et autres, que Xavier Azalbert, qui est directeur de France Soir TV et de News, et qui a beaucoup de cordes à son arc, puisqu'il est aussi économiste, mathématicien. Et on est très heureux de t'accueillir, Xavier. Et l'idée, c'est comment éviter les biais dans les médias. Et je vais le faire en anglais. So I'm very happy to welcome Xavier Azalbert, who is the director of François TV and News, also economist and mathematician, which can help a lot in the logic of what's going on. He's one of the few free and democratic video, news in Europe, and he is going to talk about how to avoid bias in the media. Thank you. Merci beaucoup Astrid. Bonjour à tout le monde. C'est difficile de passer après Pierre, on va dire, après ce témoignage émotionnel et d'essayer d'amener un petit peu plus de non émotionnel dans le monde des médias. Parce qu'on a essayé justement d'éviter ces biais d'information et d'amener cette liberté d'expression, cet espace au travers de François, qui est une marque historique de médias qui est née en 1941 et qui portait un titre qui s'appelait Défense de la France. Et donc on a puisé, on va dire, dans ce titre historique un certain nombre d'éléments, on pourrait dire Défense de la France libre ou de la liberté d'expression, puisqu'il portait un certain nombre de messages à l'époque, au moment de la guerre, et avec, quand ça s'est nommé François en 1944, quelqu'un de très connu qui s'appelle Pierre Lazareff, qui a donné ses lettres de noblesse à ce média et donné la parole à énormément d'individus, comme les hommes les plus connus, comme d'illustres inconnus. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de se poser la question de quoi les lecteurs avaient besoin, puisqu'il avait dit une phrase, c'est que ce qui est important dans un journal, c'est d'être lu. Et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas les journalistes qui lisent les journaux, ce sont les lecteurs. J'aimerais juste, pour commencer, utiliser deux citations qui, pour moi, m'ont suivi depuis un long moment. Et c'est une citation d'Einstein et c'est une citation de Attali que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Et la première, c'est « La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est qu'information ». Et cette phrase, elle est assez intéressante parce qu'elle s'applique à la Covid d'une manière incroyable, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens qui avaient de la connaissance qui était acquise par l'expérience et qu'on a essayé de travestir cette connaissance et cette expérience au travers de certaines notions scientifiques. Donc c'est intéressant de se poser la question de ce que c'est que l'information. Et la deuxième chose, c'est les médias servent d'amplificateurs des menaces. C'est une phrase de Jacques Attali. Et c'est intéressant de voir ce mot amplificateur, parce que les médias, c'est un véritable amplificateur d'un message, et c'est un amplificateur d'une menace, et c'est ce qu'on a ressenti, et c'est ce que beaucoup de personnes ont ressenti pendant cette période de la Covid. Parlons un peu de la crise des médias. Alors cette crise des médias, elle date surtout pas de 2020, elle n'est pas due à la Covid, elle est très ancienne. Elle est ancienne, mais on a quand même fait un sondage il n'y a pas longtemps. Il y a aujourd'hui seuls 24% des Français, donc je ne sais pas si ça se passe la même chose dans les autres pays. On va dire au moins en France, il y a 24% des Français qui font confiance aux médias mainstream. Il y a 50% qui font confiance à l'information officielle sur les sites web et les organismes gouvernementaux, 1 sur 2. Et il y a 76% qui font confiance à leurs médecins. Ce qui veut dire que ce qui se passe dans le monde du cabinet, qui est de l'ordre du personnel, c'est là où on a le plus confiance. Et c'était intéressant de faire ce sondage parce qu'au moment où on a enlevé le droit de prescrire à certains médecins, et quand on se dit que c'est à eux à qui on fait le plus confiance, c'est assez bizarre de se retrouver dans cet antagonisme. Parce qu'il y avait beaucoup de médecins qui étaient sur les plateaux télévision, donc on pourrait se dire on peut faire confiance à un médecin, mais en même temps, on ne fait pas confiance aux médias. Donc on avait un individu à qui on peut faire confiance sur un média sur lequel on ne peut pas faire confiance. Et il fallait essayer de comprendre qu'est-ce qui allait emporter. Et ce qui se passe, c'est que dans le cadre de ce sondage, on est allé un petit peu plus loin, c'est la confiance du médecin dans le cadre du cabinet. Ce n'est pas la confiance du médecin dans le cadre de sa position de médecin sur un plateau télévision ou sur un scientifique. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a observé.
Les autres points qu'on a observés dans la crise des médias, c'est qu'il y avait une ligne éditoriale qui était assez unique, un message qui passait d'un média à l'autre avec le même message. C'est ce dont a parlé Pierre tout à l'heure. Il y avait une voix unique. Il y avait un biais sur certains sujets, c'est-à-dire qu'on n'entendait pas parler de d'autres sujets. Ça, c'est le choix de la rédaction. Et ce qu'on a pu voir dans Hold Up, mais dans bien de choses, c'est qu'il y a une forme de propriété qui est centralisée, qui est une forme d'explication de cette ligne éditoriale unique et de biais sur un certain sujet. Donc maintenant, je vais essayer de faire des parallèles avec ce qui se passe dans d'autres industries. Et entre le média et le journalisme, j'ai essayé de faire un parallèle entre le fait que l'information et le diagnostic médical, ils suivent à peu près les mêmes règles. Je vais y venir. Donc, mais avant, j'aimerais faire un retour sur ce qui se passe dans le monde de la grande consommation. Et dans le monde de la grande consommation, si jamais on va acheter un téléphone, il y a ce qui s'appelle les premiers hackers, ou ceux qui ont l'avantage, les first movers. Puis après, il y a des suiveurs de tendance. Et après, il y a un modèle, des gens qui vont à contre-courant. Que ce soit pour l'obsolescence programmée ou parce qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti, il y a un modèle contrariant. Et ça, ce sont des modèles économiques qui sont bien compris, c'est des modèles psychologiques qui sont aussi bien compris. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, on va dire, moins averses ou plus averses au risque ou au changement. Dans l'information, ça se traduit de la même manière. Donc, il y a le journalisme d'investigation qui aujourd'hui est quand même en mal. Et la recherche permanente de ce journalisme d'investigation, c'est le scoop. Où le mot investigation, ça permet d'éviter de tomber dans des pièges des fake news. Parce que quand on investigue, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise la deuxième partie du mot journaliste, c'est-à-dire le mot analyste. Et c'est aujourd'hui un des grands problèmes qu'il y a eu dans le journalisme, c'est que on s'est concentré sur l'information qu'il y avait au jour le jour. Et on a oublié la partie analyste. Et c'est ça qui permet d'éviter de tomber dans beaucoup de pièges du fake news. Ce que j'ai appris dans la présentation Call, c'est le Key Opinion Leader, c'est-à-dire ce sont tous ces leaders de tendance qui permettent justement d'éviter de tomber dans ces pièges. Post le scoop, on a en général un communiqué de presse où on a ce qui s'appelle des suiveurs de tendance. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est les effets de masse. C'est assez intéressant parce que le parallèle avec l'immunité de masse dans la Covid, on peut l'avoir ici aussi. Donc, on a l'effet de masse, de herd. Donc, on peut avoir l'effet AP ou AFP, donc les agences de presse qui vont promulguer un message et qui vont le diffuser sur les médias mainstream qui sont des suiveurs de tendance puisqu'ils suivent le scoop, ils suivent le message du communiqué de presse et c'est amplifié. Ils ne font qu'amplifier ce message. J'aime bien donner un exemple à ce moment-là. C'est à un moment, il y a un ministre qui a dit les masques sont inutiles. Allez, on va dire, il l'a dit une fois. Mais on l'a entendu 1 million de fois ce message. Pourquoi? Parce qu'il a été répété en boucle. Donc au bout d'un certain temps, on a l'impression que ce message, on l'a entendu énormément de fois. Quand le ministre change d'avis et qu'il dit les masques sont utiles, de son point de vue, il n'a changé d'avis qu'une seule fois. Tandis que de notre point de vue, on a entendu le message on a tellement de fois qu'on a l'impression qu'il a changé d'avis plein de fois. Et c'est pas que je veuille donner raison à un ministre ou pas, c'est juste exprimer ce qui se passe et la différence entre la perception de quelqu'un et celle qu'on a influencée au travers de ces médias. C'est ce qui s'appelle l'amplificateur. Il y a un autre effet dans l'amplification, c'est que dans les médias, il y a des individus qui viennent et qui vont commenter cette information. Et ils commentent l'action des autres. Un commentateur qui regarde un match de foot et qui commande 2 équipes, il va commenter des 2 équipes de football. S'il se met à commenter qu'une seule équipe, eh bien, en fin de compte, on a l'impression qu'il n'y a pas un match. Et ce qui s'est passé dans les médias, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu un débat, parce qu'il y avait 2 commentateurs sur un plateau télévisé, mais ils ne parlaient pas des 2 équipes, ils parlaient que d'une seule équipe. Ceux qui étaient pro-hydroxychloroquine ou ceux qui étaient contre. On n'a jamais vu le vrai débat scientifique à ce niveau-là. Et donc, l'effet média est important. Après, dans le traitement de l'information, il y a ce qui s'appelle la capture. Donc la capture de cette information, on la perçoit principalement au travers de nos sens. La vue, l'audition, l'odorat, le goût et tout ça, c'est la base de la manière dont on va percevoir. Et notre cerveau va faire une interprétation de ces signaux. Et c'est là où on fait le test de la cohérence. Pierre, tout à l'heure, parlait « je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise quelque chose pour pouvoir faire ma propre analyse ». Et je pense qu'il faut faire confiance au cerveau individuel et à la capacité d'analyse. Et ce qui s'est passé dans le monde de l'information, l'amplification a infantilisé cette information et on n'a plus utilisé la cohérence que le cerveau peut utiliser. Qu'est-ce qui se passe avec cette amplification? On interfère sur cette information. Plusieurs manières d'interférer avec l'information. Eh bien,
au sein du cerveau. On peut avoir la croisée des sens, c'est-à-dire que en anglais on dit c'est what you see is what you get. Okay? Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. En fait, ce qu'on entendait à la télévision, c'est pas ce qu'on croyait. Et donc ici, il y avait une antinomie, un effet de halo, un effet mirage. Je vois au loin de l'eau, mais en fin de compte, il n'y en a pas. En fait, je vois au loin un vaccin, mais peut-être qu'il y a un autre traitement qui est efficace. Et c'est ça qui crée le doute. Ça sème le doute. Et en plus, c'est amplifié par des influenceurs externes. Donc les influenceurs externes, c'est quoi? La publicité, la propagande, la multiplication des expositions aux médias, aux messages. Ce qui veut dire qu'en résonance cognitive, quand on entend 7 fois le même message, au bout d'un certain temps, on le croit. Quand on entend 7 fois que les masques sont inutiles, on commence à le croire. Quand on entend 7 fois qu'ils sont utiles, on commence à le croire. Et pour finir, ce qui s'est passé dans les médias, c'est qu'il y a eu ce qui s'appelle beaucoup de monologues, avec des sources qui n'étaient pas toujours contrôlées, car quand on utilise l'AFP, quand on utilise l'AP comme étant la source de l'information, on fait l'hypothèse que cette personne a fait la vérification. Pour le Lancet, par exemple, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de gens qui ont utilisé le communiqué de presse de l'AFP et qui se sont engouffrés dedans. Ça suffisait, l'effet expertise fonctionne. Il y a eu des interférences tierces qu'il peut y avoir dans les médias, puisque les médias doivent vivre. Elles vivent de quoi? Des éléments publicitaires. Et il peut y avoir une inférence tierce de la part des actionnaires qui ne veulent pas qu'on parle d'un certain sujet parce que ça mettrait en doute leur revenu, ou qui a un biais de ligne éditoriale. Et dernier point sur lequel que j'ai déjà évoqué, c'est le dialogue et le débat, qui est pour moi la deuxième source de validation. Et ce débat, il n'a pas existé. Donc on a eu l'impression qu'il y a eu un dialogue. Il y a effectivement eu un dialogue sur les plateaux de télévision, mais ce n'est pas un débat. Le débat, c'est le débat des idées. Et donc les médias ont donné l'impression de ce débat, mais il s'agit tout simplement d'un commentaire d'un match de football. On a commenté, non pas un match, on a commenté juste une seule équipe. Et c'est ça qui donne cette impression qu'on a eu un débat, mais qu'on ne l'a pas eu. Deux sujets majeurs qui pour moi sont aussi importants, c'est comment construire une bonne information. Il y a deux notions fondamentales. On en a parlé, on peut en parler en droit aussi. Il y a l'objectivité et la subjectivité, sont deux sujets qui sont très importants. Le degré d'objectivité et le degré de subjectivité, ça permet justement d'éviter un certain nombre d'erreurs. Un grand professeur de langage qui s'appelle Noam Chomsky, professeur à MIT, qui a décrit ces biais dans bien de ses travaux. Chez François, on s'est inspiré constamment de cette dialectique, c'est-à-dire d'essayer d'éviter de tomber dans ces biais qui peuvent être soit des biais analytiques, soit des biais de communication, et essayer d'être aveuglé par ce qu'on appelle l'effet de halo. Quand il y a le Lancet qui arrive, que c'est un professeur de Harvard qui vient et qui délivre une information, et qu'en plus il y a un échantillon de 90 000 personnes sur la planète entière, qui est-on pour poser la question? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé poser la question à un des membres de l'équipe. Et je pense que je suis encore une des seules personnes à avoir fait ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit, dans le doute, je préfère vérifier. Et ce n'est pas le doute de ne pas croire dans le Lancet, c'est juste le doute de me dire, j'ai envie de parler à la personne, je pense que l'humain m'expliquera, et c'est comme ça qu'on a fait cette analyse. La deuxième partie qu'il y avait, c'est que pour éviter d'être aveuglé par cet effet de halo, j'ai fait appel à des tiers. Et donc on a travaillé avec un grand groupe de citoyens, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on s'est aperçu qu'il y avait plein de biais dans cette étude. Ces individus ont, dans la vie de tous les jours, ce sont des hommes, des femmes, mais ils ont aussi des fonctions. Ce sont des docteurs en microbiologie, en économie, en physique, des grands professeurs, mais ils se sont comportés comme des citoyens. Et le fait qu'on ne peut pas remettre en doute leur intégrité, puisqu'en tant que citoyens, ils n'ont pas de conflit d'intérêt, et ils ont utilisé leur degré de professionnalisme pour faire cette analyse. Tout le monde était d'accord à dire qu'il y a un problème. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit qu'il y avait un problème, on a posé des questions à Amandine Mera, et il s'avérait que notre hypothèse de travail, qui était que cette étude était faussée. Sur certains points, on avait trouvé plein de points. Un des points particuliers, c'était la manière dont on faisait la validation des données et la validation statistique. Eh bien, on a fait ce qui s'appelle une double vérification. Après, il y a dans le monde de l'information aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle un biais de recrutement ou d'information. Le journaliste n'est pas un spécialiste. C'est un petit peu comme le généraliste, le médecin généraliste qui va aller demander un avis à un tiers spécialiste. Il va aller lui demander l'avis. Dans le doute, il va vérifier. Il va lui demander ça.
Ce qui se passe dans l'information aujourd'hui, c'est que le journaliste va aller demander. Et nous avons juste désintermédié ce métier et on demande à ces spécialistes de venir écrire, de venir parler quand on les interviewe. On les interviewe avant tout en tant qu'être humain, mais aussi en tant que spécialiste de leur métier, de manière à éviter ce biais de recrutement ou ce biais d'information. Après, on pourrait utiliser beaucoup d'autres outils, l'intelligence artificielle qui permet d'éviter tout ça. Mais moi, je crois encore à l'humain. L'humain a un cerveau, et on peut essayer de faire des ordinateurs quantiques. L'humain, les sens, permettent d'éviter un certain nombre de pièges. Et on va encore très très vite. Pour aller un petit peu plus loin dans l'expression de ces deux sujets majeurs, donc qu'est-ce qu'on a? Une information, ça part de données, on la transforme en information, il y a un message et il y a la médiatisation, la diffusion. J'aime bien expliquer ça de manière scientifique parce que ça évite à beaucoup de personnes de tomber dans ce qui s'appelle l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est le plus grand risque dans l'information. C'est une source de données, c'est une source d'information, mais ça ne doit en aucun cas être l'élément qui va diriger le process. Cette information, elle est contrôlée par peu d'agents aujourd'hui. Donc déjà, il y a un biais qui est le contrôle de cette information, puisqu'on a vu, il y a une vingtaine de personnes qui contrôlent tous les médias, avec un objectif qui est de chercher le scoop, qui est chercher l'exclu. Et chercher le scoop, chercher l'exclu, c'est justement pas donner l'information, puisque quand on cherche le scoop, c'est on garde l'information pour soi-même. Le deuxième élément, c'est que les lecteurs désirent être informés, et aujourd'hui, ils ne doivent compter que sur les médias, ou sur eux-mêmes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a une surinformation avec une énorme difficulté de trouver la bonne information. Pourquoi? Parce qu'il y a un message unifié qui est amplifié et il y a aussi de la désinformation. Alors là, il y a un élément important qui s'appelle la réglementation, dont quand on parle de la liberté d'expression, la notion de réglementation est quelque chose qui est antinomique. Et dans le monde de l'information et la Charte de Munich, dont l'usage a été quand même pas mal détourné. La philosophie de la Charte de Munich, elle est aujourd'hui détournée puisque l'information appartient à peu de personnes, c'est-à-dire les médias appartiennent à peu de personnes, alors que ça devrait appartenir à tout le monde. Et cette réglementation, elle est intéressante quand on la met en perspective de la crise de 2008. La crise de 2008, c'est la crise financière, où on sait que les grandes institutions financières ne voulait pas être réglementée. Elle ne voulait pas être réglementée pour la vente et la construction de produits dérivés. On sait très bien qu'on a eu la crise des subprimes. Et cette autorégulation ressemble pas mal à cette autorégulation qu'on a dans le monde de l'information. Et c'est une manière détournée pour ne pas vouloir se soumettre à une réglementation qui ne devrait pas empêcher la liberté d'expression, bien sûr, mais qui pourrait aider à cadrer un débat. Encore une fois, je ne veux pas dire qu'il faut une réglementation dans l'information, je dis juste que se soumettre parfois à une certaine régulation, ça permet d'éviter certains risques et certains biais. Et aujourd'hui, la réglementation, quand elle est bien appliquée, elle permet de réduire certains risques. Pas le risque de la liberté totale d'expression. Par contre, ça permet d'éviter, en codifiant le message et en codifiant la manière dont on les fait, ça pourrait permettre d'éviter les fake news ou la surinformation. Parce que quand on voit qu'on regarde ou on entend 7 fois le même message, eh bien on pourrait très bien dire qu'un comité central pourrait très bien réguler le nombre de fois où on voit cette information au travers de tout ça. Dernier point qui pour moi été critique, je crois que c'est Pascal Sacré qui ce matin a parlé de la notion de conflit d'intérêts. Dans le monde des médias, à partir du moment où l'information elle est contrôlée par peu de personnes, il n'y a plus d'indépendance. Cette indépendance, c'était pour nous clé au sein de François pour éviter d'avoir une distorsion dans l'information. Et l'analogie que j'aime bien utiliser, parce que j'aime bien sortir du monde dans lequel on est pour aller en chercher, je dis qu'une fake news, c'est un vol d'information, vol au sens de l'avion, et c'est une information, c'est un vol qui s'est mal passé. Pourquoi? Parce que quand on a un commandant de bord qui, avant de partir en vol, il va faire son check-up, il va vérifier toutes ces machines. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il va se soumettre à la réglementation du contrôleur aérien dont il a besoin. Il accepte qu'il a besoin de ce contrôleur aérien pour assurer son vol et assurer la sécurité de ses gens. Et la fake news, c'est un vol qui s'est mal passé. Voilà, il y a un crash. Peut-être parce que le check-up initial n'a pas été terminé avec une information qui est incomplète. Je vais prendre des exemples de pièges qui sont récents.
en essayant d'illustrer les propos. Donc, la première des choses, c'est la décision de confinement qui sont basées sur des modèles. Donc ici, qu'est-ce qui a pu se passer? Des inputs qui ont été non validés, c'est-à-dire des données initiales, et surtout, ce qui a affecté la confiance, c'est qu'il y a un manque de transparence sur les modèles. Donc, il y a certains mathématiciens, comme de Info-Covid, Vincent Pavon, qui s'est posé la question de la transparence des modèles mathématiques. C'était très intéressant, cette manque de transparence, parce que quand on est un vrai scientifique, un vrai mathématicien, la première des choses, c'est qu'on veut comprendre. Et quand il y a une obscurité, cette obscurité, elle crée le doute. Deuxième élément qu'il y a eu, c'est que ces modèles n'ont pas été calibrés ou étalonnés à la vie réelle. C'est-à-dire qu'un thermomètre, si jamais on ne connaît pas le point zéro, eh bien, il ne donnera jamais 37 degrés ou n'importe quel autre outil de mesure. Eh bien, les modèles, que ce soit de Neil Ferguson ou de Fontanet & Co, qui ont donné des estimations à 400 000 morts, si on avait utilisé la calibration, c'est-à-dire la surestimation des modèles de Ferguson, et quand on sait que ces surestimations allaient parfois jusqu'à des facteurs 100, on aurait peut-être pu diviser par 100, on aurait pu faire une analyse de sensibilité, ça s'appelle, et cette analyse de sensibilité aurait pu donner des interprétations et des décisions différentes. Ces décisions de confinement, elles ont été prises en information incomplète, donc il y a un biais complet dans cette analyse, et l'analyse du bénéfice-risque qui en découle est plus due à une croyance, d'accord ? Donc une croyance, ça peut être une décision politique ou une absence de test de rationalité. Et moi, je déplore l'absence de test de rationalité au travers de tout ce qui s'est pris. Un autre biais ou de piège qu'on a vu, c'est le pas de traitement en phase précoce, où on a entendu HCQ, l'hydroxychloroquine est nocif, le remdesivir est utile. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va se retrouver bientôt, avec la décision italienne, à prouver que l'hydroxychloroquine est utile et que le remdesivir est inutile. Donc, une totale inversion. Alors que nos agences nationales de santé, leur rôle, c'est justement d'évaluer le pour et le contre de chacune des molécules. Et le rôle des médias, c'est de se dire, si jamais on vous dit que c'est pour, essayons de comprendre si ça ne pourrait pas être contre. Et là, c'est là où on a vu cette unicité de message qui a fait que personne ne s'est posé la question de savoir et si l'hydroxychloroquine pourrait fonctionner pour un sous-ensemble de patients. Ce qui est normal de se poser cette question. Puisque quand on regarde une étude, on a comme celle du Lancet, ou celle de l'étude Recovery, on s'aperçoit que l'hydroxychloroquine, on dit que c'est pas utile, mais on ne vous dit jamais si c'est pas utile pour tout le monde. Par contre, ce qu'on vous a dit, c'est que c'est pas utile en hôpital. Mais on vous a jamais prouvé que c'était pas utile, par exemple, pour prévenir l'accès à l'hôpital. Le traitement du remdesivir a été fait de manière différenciée et ces deux molécules n'ont pas eu, en apparence, un traitement identique de la part des autorités. Un autre biais et un piège récent sur lequel on est tombé, c'est les masques sont inutiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Très vite, on nous dit les masques sont inutiles. Il y a des médecins qui nous disent il y a des situations dans lesquelles les masques sont utiles. On est ici dans un pays, en Suède, où ce qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivé, bien sûr, il n'y a pas de masque. On va manger au restaurant et il n'y a pas plus de morts, il n'y a pas plus de décès à déplorer. Donc les choix politiques. Donc ces masques qui sont inutiles, au bout d'un certain temps, les gens s'aperçoivent ils sont inutiles parce qu'on n'en a pas. Donc là, on aurait aimé qu'il y ait une forme de mea culpa de la part du gouvernement en disant on n'en a pas. On préfère entendre qu'on n'en a pas que le fait qu'ils soient inutiles. Parce que quand on vous dit après ils sont utiles, ce qu'on fait, c'est on fait une double négation. La première des choses, c'est on dit on change d'avis sur la partie scientifique du masque, mais la deuxième des choses, c'est qu'en plus, comme le premier, on avait trouvé une réponse qui n'était pas adéquate, on donne soudainement une autre réponse qui fait qu'on a l'impression de couvrir un mensonge ou un manquement par un autre manquement. Et c'est cet effet-là qui affecte la manière dont la population réfléchit. Les tests PCR qui n'étaient pas disponibles ou mal calibrés. Donc pas disponibles au départ, maintenant on les utilise avec un seuil de cycle qui est tellement élevé qu'on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on détecte des gens qui sont malades ou est-ce qu'on détecte des gens qui sont juste des fragments du virus. Et une analyse qui m'a intéressé énormément, c'est que quand j'ai parlé avec les spécialistes du PCR à l'Université de Colorado, première des choses qu'ils m'ont dit, mais en fait ces tests, ils étaient avant tout utilisés pour contrôler les fraudes. Les fraudes, c'est marrant. On n'est pas en train de contrôler les malades, on contrôle les fraudes. Et je lui dis, mais quelles fraudes? Les fraudes alimentaires. Donc tout le monde se souviendra du problème de Spanghero. Spanghero, qui est un
fabricant de plats cuisinés. Et bien sûr, on s'est posé la question, alors je ne sais plus si c'était X% de tel type de viande. En tout cas, il y avait un décalage dans le type de viande qui était utilisé. Et on s'aperçoit que les seuils de cycle qui sont utilisés par les instances, les autorités, c'est entre 11 et 28. Et au-delà de 28, on sait qu'on ne peut pas détecter une fraude. C'est-à-dire que quand on veut essayer de détecter une fraude, il faut qu'on soit à peu près certain pour accuser quelqu'un de frauder. Alors pourquoi utilise-t-on un seuil de cycle de 40 pour détecter un malade quand à 28, on sait qu'on n'est pas capable de détecter une fraude? Là, quelque part, il faudrait que le gouvernement nous réponde sur cet élément-là. On a parlé de Lancet, Harvard, l'échantillon, c'est pas la peine d'en reparler. Le dernier point qui est pour moi sûrement le plus important et le plus incompris et le moins pris en considération aujourd'hui. La décision du Conseil d'État italien en a parlé, c'est la capture réglementaire et les biais qui sont induits. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est que la capture réglementaire. C'est le fait qu'il y a très souvent un jeu de chaises tournantes au sein des régulateurs et des sociétés. Quand on regarde le fait que les banquiers passent du trésor à la banque au régulateur, eh bien tout le monde se dit « Ah ben tiens, c'est un entre-soi ». Et cette capture réglementaire, c'est qu'ils restent dans une petite boîte, ils sont prisonniers d'une boîte. Et dans le monde médical, c'est à peu près ce qui s'est passé. On voit des régulateurs qui passent des laboratoires aux régulateurs, à l'EMA, et ils restent entre soi. Et cette capture, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ça induit un biais. Et ce biais, c'est « Ah, j'étais là, je vais discuter avec un tel », et ça peut manquer d'objectivité. Et ça, c'est les pairs. Le problème de la médecine aujourd'hui, c'est le fait que le pair génère un biais d'expertise, et qui manque cet élément de validation par les tiers. Le tiers étant le citoyen éclairé, ce que j'appelle la personne qui n'a aucun conflit d'intérêt, ou le médecin qui justement n'a pas de conflit d'intérêt, qui va se poser les bonnes questions. Et cette capture réglementaire, elle induit une instrumentalisation de la méthode. Elle est hyper importante, cette instrumentalisation de la méthode, et c'est ce qui nous a évité de tomber dans beaucoup de biais et dans beaucoup de ces pièges, y compris pour le remdesivir, puisque le 30 avril, on écrivait que c'était un médicament toxique. Début juin, on écrivait à quel rôle joue Gilead. Début juin, on se posait la question de savoir si l'EMA jouait un rôle qui était contre l'intérêt des patients. Début juin, on disait, ce médicament, est-ce que Gilead a caché la toxicité de ce médicament? Eh bien, on est quelques mois plus tard. À l'époque, on aurait pu nous dire qu'on était complotiste, puisqu'en fin de compte, on allait contre la bien-pensance du message unique. Non, il se trouvait qu'on avait juste fait du travail. On avait juste, avec le collectif citoyen, on avait fait le reverse engineering du remdesivir, on avait regardé le bilan de Gilead, on avait regardé la manière dont l'EMA avait pris sa décision en allant jusqu'au fond. C'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Et il n'y a qu'avec ça qu'on est arrivé à ces conclusions. Ce n'est pas parce qu'on a pris un jour au doigt levé, on a pris le vent et on s'est dit non, remdesivir, ce n'est pas utile. On a juste travaillé à rien de plus normal au travers de ça. Et donc c'est cette approche normative de l'information. On n'a pas été, on va dire, dans un monde où on était captif. On est sorti de cette boîte. Et à chaque fois, on sort de cette boîte. Et je pense que pour éviter des pièges, il faut justement sortir de cette boîte. Après, pour finir, tout ce qu'on a vu ici, il n'y a rien de plus normal. Et j'aime pas le terme complotisme, le terme complotiste, pour beaucoup de raisons. Parce que quand on me demande, quand j'ai repris François, c'est quoi votre objectif stratégique? Moi, je pourrais dire, c'est de devenir le leader dans le domaine de l'information. Jusqu'à présent, c'est rien d'autre que la même chose que si jamais je lançais un nouveau produit, je veux essayer de gagner des parts de marché. Et je vais me poser la question, c'est quels sont mes outils, le chemin pour y parvenir, quelle influence puis-je utiliser, interne, externe. Et bien sûr, il y a un certain degré de morale, parce que quand on utilise de l'influence externe, la ligne jaune, elle est très fine. Et ce qu'on voit dans le monde médical aujourd'hui, c'est que la ligne jeune, elle est franchie par certains qui ne pensent pas la franchir en disant non, mais j'ai des liens d'intérêt, mais ce n'est pas vraiment des conflits. Et ce qu'on sait, c'est que l'argent, de tout temps, elle a influencé la morale comme l'ego. Hein. Et
Et si jamais je veux être premier, c'est toujours gratifiant. Donc être le premier à trouver un vaccin, être le premier à trouver un médicament, on en tire une certaine forme de gratification. Et si ma stratégie était de développer un nouveau traitement, je ferais rien de différent. J'essaierai d'être le premier pour faire de la R&D. Si ce n'est pas suffisant, j'utiliserai des techniques marketing d'influence, du lobby, de l'argent. Et la ligne entre la bonne stratégie et de passer de l'autre côté de la ligne, elle est très très fine. Et ici, cette ligne, elle est difficilement régie. Mais ce qui se passe, c'est que les deux camps se disent j'ai raison ou j'ai tort. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et rien de plus normal que de discréditer les alternatives. Donc je suis le fabricant du remdesivir, rien de plus normal que d'essayer de discréditer l'hydroxychloroquine. Rien de plus normal que je sois un fabricant de vaccins, que je désire discréditer une alternative. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est le 4e condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il existe d'alternative de traitement. Et le vaccin est un autre traitement. Donc, pour discréditer une alternative, j'ai deux manières. La manière analytique, comme j'ai la manière stratégique. Je peux acheter un concurrent ou acquérir des solutions de rechange. Donc, aujourd'hui, de manière scientifique, tout ce qu'on a vu, ou de manière stratégique, il n'y a rien de complotiste. C'est juste que c'est la manière dont les gens travaillent, c'est la manière dont les gens influencent l'information et dont ils l'utilisent. Le problème qu'il y a, c'est que quand on franchit trop souvent la ligne jaune, eh bien, on a un doute et on génère ce doute. Et ces doutes-là sont vraiment ce qu'on ressent et ce qui se ressent dans l'analyse. Et j'invite tout le monde à lire la décision du Conseil d'État en Italie, parce que pour moi, c'est une décision qui est la plus sensée. Elle redonne le pouvoir aux médecins. Elle dit qu'un régulateur ne devrait pas influencer la décision de ce qui se passe entre un cabinet, entre un patient et un docteur, parce qu'un docteur, on lui a soumis une ordonnance. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que le docteur ne peut pas faire d'erreur. Je dis que l'ingérence doit être faite au minimum. Et ce pouvoir, si on lui a conféré à un médecin, c'est parce qu'il a fait des études, il a fait des travaux. Et aujourd'hui, on a affecté cette décision d'une manière qui est incompréhensible. Et c'est ça, ce biais d'information, ce biais de régulation. Pour finir, j'aimerais reprendre 2 citations. La première, c'est une de Christine Ockrent, qui était une grande présentatrice des journaux télévisés. C'est l'uniformisation de l'information. Et elle disait, bien sûr, et même l'utilisation de cette uniformisation comme une arme stratégique. C'est elle qui a dit que l'uniformisation de l'information, c'est ce qu'on a eu. C'était une arme stratégique. Donc quand on parle de la peur, quand on parle de l'instrumentalisation, eh bien, il y avait quelqu'un qui disait ça. Et la dernière des choses, c'est pas de quelqu'un qui est un grand philosophe, c'était Jim Morrison, chanteur des Doors, qui avait dit « Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits ». Et ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'un niveau supérieur, d'un sentiment, à une forme de contrôle des esprits, et c'est ce qui fait ressentir qu'on a l'impression qu'il y a ce complotisme. Et j'aimerais dire que, attention, c'est pas parce qu'on contrôle les esprits qu'on n'a pas le droit de penser autrement, et qu'il n'y a pas des médias qui vont essayer justement de ne pas être contrôlé. Et pour moi, l'indépendance, elle est clé, parce que quand on ne me contrôle pas, eh ben, on ne contrôle pas mon esprit, et du coup, j'ai la liberté d'expression. C'était la réponse que je voulais donner à Pierre. Merci beaucoup, Astrid, de m'avoir donné la chance de parler un petit peu de François. Merci. Alors, avant de passer à Louis Fouché, j'ai une question. Est-ce que tu es optimiste du public? Est-ce que tu es optimiste pour le futur de l'information? Est-ce que, par exemple, tu verrais qu'il y aurait un organisme éthique ou de contrôle un peu des mensonges ou je sais pas, est-ce que tu peux as une idée, une vision? Ouais, c'est très vaste comme sujet. Déjà, est-ce que je suis quelqu'un d'optimiste? Naturellement, je suis quelqu'un d'optimiste. Et je pense qu'on vit une des périodes ici, c'est une phase de transition énorme. Il y a sûrement de grandes découvertes qu'on va faire. Et de tout temps, quand on a eu des situations de cet acabit, il y a eu des grandes découvertes scientifiques. Donc oui, je suis optimiste. Maintenant, pour revenir un peu à la question de ces organismes de régulation. Je pense que le meilleur paradigme à faire, c'est aujourd'hui de retourner l'information à la base, c'est-à-dire de prendre l'information chez les citoyens et de la construire. C'est pour ça qu'on a mis en place ce média collaboratif chez François. On fait appel à cette connaissance-là. Parce que quand on a 50 citoyens qui n'ont pas de conflit d'intérêt, qui viennent analyser l'information en temps réel, eh bien, le risque qu'on fasse erreur est limité. Parce qu'ils sont à divers endroits, il n'y a pas de collusion d'intérêts, donc il y a une indépendance et on peut aller très vite trouver une information.
encore une fois, on n'est pas à l'abri de l'erreur. Il ne faut pas confondre le fait de trouver une forme de vérité ou de correction dans l'information avec d'éviter une erreur. Donc, la réglementation, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder dans le monde de l'information. Ce n'est pas une réglementation pour gérer la liberté d'expression. C'est justement pour gérer la manière dont une information vole, dont elle se crée, dont elle se constitue, et pour éviter cette pensée unique. Parce que pour moi, la réglementation, le rôle qu'elle aurait dû dire aujourd'hui, eh bien, on entend trop de musique anglaise ou trop d'influence anglo-saxonne dans les études. Écoutons un petit peu le petit village gaulois à l'IHU, et donc, plutôt que d'entendre 90%, écoutons les 10% manquants. Et c'est ça qui a manqué, c'est cette harmonisation et se retrouver ce juste milieu. Voilà. Et je pense que ce qu'il faut, c'est cette réglementation, elle se pose les bonnes questions. Et quand le CSA, en France, Comité supérieur de l'audiovisuel, dit on ne veut pas écouter plus de X% de musique anglo-saxonne, c'est pour laisser la place à d'autres. Et cette réglementation, elle n'est pas mauvaise. Okay. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, il faut essayer de composer. Surtout pas empêcher l'espace de documentaire, comme Pierre parlait tout à l'heure, l'espace de liberté d'expression, mais essayer de retrouver le juste milieu et la nuance dans l'information, chose qui n'est pas là aujourd'hui. Et l'analyse critique. Bien sûr, l'analyse critique, c'est la base fondamentale. Il faut retrouver un journalisme d'investigation qui passe par... Mais c'est écrit dans le mot analyste, dans le mot journaliste. Donc, je suis désolé, la partie jour, on sait de la traiter, c'est la partie du scoop. Maintenant, faisons l'analyse fondamentale. Je pense que n'importe quel avocat n'ira pas au tribunal sans avoir fait l'analyse des textes. Et je pense qu'ici, il faut qu'on fasse l'analyse. J'encourage tous les gens de la profession, justement, à se spécialiser et à faire beaucoup plus d'analyses, que ce soit économique, que ce soit économétrique, que ce soit d'essayer de réduire les risques en s'entourant de multiplicité de personnes et en faisant confiance aux citoyens. Super. Ah. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Alors, en fait, on va entendre Louis Fouché et ensuite on entendra Maître Carlo Brossa pour de nouveau avoir un debriefing légal, juridique et éthique.